Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nourdine Bensouda, le trésorier général du Royaume. Monsieur Bensouda, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la 14e édition du colloque international des finances publiques qui se tient sous la thématique Les grands défis des finances publiques du XXIe siècle. C'est un colloque co-organisé par la TGR et Fondafip. Il se tient sur 2 jours, le 19 et le 20 novembre. Plusieurs sujets seront traités et débattus par d'éminentes personnalités marocaines et étrangères. Nous pouvons citer à cet égard la problématique de l'endettement, l'évaluation des politiques publiques et autres questions liées aux modalités de financement des sujets à caractère social tels que la vieillesse de la population, la retraite et j'en passe. Il faut dire que ce colloque, M. Bensouda, il intervient dans un contexte marqué par la persistance de la crise sanitaire qui a mis à genoux, à rude épreuve les finances publiques, même des économies les plus fortes. C'est aussi un colloque qui intervient dans un contexte où le Maroc s'apprête à amorcer un nouveau modèle de développement, ce nouveau modèle de développement où le Maroc, justement, a besoin d'une assise financière et budgétaire solide. Donc, ma première question à vous, M. Bensouda, en tant que trésorier général du Royaume, a trait à la vulnérabilité des finances publiques. Je dirais même à la récurrence de la vulnérabilité des finances publiques face à l'éclatement de chaque crise. Donc, ma question à vous, vu votre expérience, comment pouvons-nous concevoir des politiques publiques pour assurer une croissance durable, inclusive et pérenne, comme stipulé dans le nouveau modèle de développement, ou comment assurer ou concilier entre des ressources financières qui se font de plus en plus rares et des besoins socio-économiques de plus en plus pressants? Je pense que les moments de crise sont des moments importants pour passer à un autre cap et de réfléchir. C'est des moments où il faut essayer de conceptualiser et d'essayer de voir un peu l'histoire. L'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire sociale, enfin l'histoire des civilisations. Et cette histoire nous enseigne des principes que nous devrions observer et qui ont été rappelés tout à l'heure par Jacques de la Rosière, ancien directeur général du Fonds monétaire et je dirais gouverneur de la Banque de France. Il y a des principes qu'il faut respecter et qui ont été aussi rappelés par Madame la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah, et qui a insisté sur une vision à moyen et long terme. Et toute l'importance au niveau des finances publiques, c'est d'abord essayer de préserver les fondamentaux, essayer d'avoir une vision d'avenir et essayer de nous concentrer sur ce qu'on appelle les dépenses d'avenir, entendant par là l'éducation, la santé, la culture. Et donc, le fait de travailler sur une vision stratégique, que nous retrouvons de manière explicite au niveau du nouveau modèle de développement, c'est d'essayer de nous concentrer sur le citoyen, sur l'humain. Il est vrai que si on revient un peu en arrière, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'histoire, les pays qui ont mis en place des programmes d'ajustement structurel, parce qu'il y avait, suite à la crise de 1973 et un peu plus tard, ont fait des programmes d'ajustement qui essayaient de mettre en place des réformes financières, mais parfois on a reproché à ces plans d'ajustement structurel l'aspect social qui a été peut-être mis de côté. Aujourd'hui, les gouvernements sont conscients qu'on ne peut pas faire de l'économique sans le social. D'ailleurs, Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, a donné les orientations pour mettre en place la protection sociale et sa généralisation, qui concerne et les personnes qui sont sans protection sociale, qui concerne aussi le chômage, et aussi pour essayer d'assurer une certaine homogénéité de la société. Vous avez suivi dernièrement, le gouvernement a approuvé 6 décrets de mise en place de la protection sociale. Tout ça pour vous dire, pour revenir au principe des finances publiques qui durent dans le temps, c'est d'essayer en même temps d'avoir des ressources ordinaires qui couvrent des dépenses ordinaires, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses de fonctionnement et je dirais, la vie des départements ministériels, et essayer de dégager une épargne, cette épargne budgétaire, qu'elle soit minime ou qu'elle s'améliore dans le temps,
à côté des mobilisations, surtout de l'emprunt, pourrait financer de l'investissement et de l'investissement productif. Et c'est ça le plus important. Donc les principes des finances publiques, c'est d'essayer d'un côté de mettre en place des réformes structurelles, mais surtout de veiller sur une bonne exécution. Tout à l'heure dans les discussions, vous avez remarqué qu'un certain nombre d'intervenants insistaient sur la capacité de gestion aussi bien au niveau des départements ministériels ou au niveau des collectivités territoriales. Et je crois que l'un des grands défis, c'est d'améliorer la capacité de gestion, de former les responsables et d'être responsable dans la gestion des deniers publics. Justement, pour répondre à tous ces impératifs, le nouveau modèle de développement, il a insisté sur la refonte ou bien un changement de paradigme au niveau de la politique budgétaire. Or, à la lecture du PLF 2022, on ressent qu'il y a une continuité par rapport aux lois de finances précédentes. Quel commentaire pouvez-vous nous faire à ce sujet, Monsieur Tan? D'abord, il faut avouer que l'actuel gouvernement vient d'arriver. Il a pris en charge ce projet de loi de finances. Il a essayé de l'améliorer et donner les premières, je dirais, les premiers signaux de la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement. Et parmi ces signaux qui sont importants à signaler, c'est le signal sur la santé et sur l'éducation, pour ne citer que ces secteurs d'activité. À côté de cela, il y a une insistance sur une gestion rationnelle et en même temps sur l'évaluation des politiques publiques pour assurer in fine le résultat qui est attendu de ces politiques publiques. Par exemple, quand je prends le secteur de la santé, savoir est-ce que le citoyen marocain est soigné, est-ce qu'on on met à sa disposition une santé de qualité. Et l'éducation, est-ce qu'il y a une éducation? Cela permettez-moi de revenir sur quelque chose d'important, c'est la propension à épargner des ménages. Il y a un sujet sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est la question du revenu. Le revenu aujourd'hui d'un ménage est engrangé par des dépenses du fait de la non-disponibilité de services publics de qualité. La plupart, quand vous voyez par exemple les interventions au Parlement ou ailleurs, et même, je dirais, dans les questions qui se posent tous les jours au niveau des foyers, c'est la question par exemple de la couverture médicale. Il y a une bonne partie du revenu d'un ménage qui est réservée à la santé, une santé que le citoyen doit payer. La même chose pour l'éducation. Et du coup, pratiquement, tout le revenu d'un ménage, il est destiné d'abord à se loger, à se soigner et à éduquer les enfants. Et du coup, cette possibilité de mobilité ou à la limite d'amélioration de situation économique et financière d'un ménage ne se fait pas. Et je crois que l'intervention aujourd'hui de l'État par le biais du budget va permettre, un tant soit peu, pour ces ménages d'améliorer leur situation financière. Parce qu'on peut agir par l'augmentation de revenus, on peut agir par une diminution d'impôts et on peut agir par un appui budgétaire en mettant à la disposition des citoyens des services de qualité qui leur permettent de réserver une part de leurs revenus à épargner, pour investir, peut-être pour acheter un logement, ou bien pour investir, pour les dépenser dans le loisir ou dans d'autres, je dirais, champs qui sont nécessaires pour l'équilibre du ménage. D'accord. Vous venez de parler de l'importance de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons noté la création d'un ministère d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les critères qui ont milité pour la création de ce ministère et comment va se faire, comment dirais-je, la coordination avec la Trésorerie générale du Royaume en tant que fournisseur de comptes publics? Vous avez raison de dire que la Trésorerie générale met à la disposition du gouvernement des chiffres, des comptes qui concernent l'État et des comptes qui concernent les collectivités territoriales, des comptes qui concernent l'Initiative nationale de développement humain, des comptes qui concernent la paie du personnel et autre information qui est essentielle.
Donc nous sommes un producteur de chiffres, des comptes de l'État, et qui sont mis à la disposition des différents départements ministériels. Par exemple, pour l'INDH, le bulletin est mis à la disposition du ministère de l'Intérieur. Et pour ce qui concerne les collectivités territoriales, il est mis à la disposition toujours du ministère de l'Intérieur pour la Direction générale des collectivités territoriales. Et pour ce qui est bulletin statistique des finances publiques, il est mis à la disposition du ministère de l'Économie et des Finances, notamment, et puis aussi mis à la disposition du gouvernement qui lui permet de voir quelle est l'exécution. Vous savez, chaque politique publique, d'abord, doit être gérée avec des ressources humaines qualifiées, mais chaque politique publique nécessite une évaluation pour essayer de voir est-ce qu'elle répond à l'objectif pour lequel elle a été conçue et apporter les modifications nécessaires pour améliorer. Parce que là également on retrouve ce que nous avons dans le secteur privé. C'est les mêmes principes de gestion. La recherche de la performance, la recherche de la qualité, ou ce qu'on appelle Total Quality Management. Donc ce sont ces outils ou ces instruments qui sont utilisés dans le privé, qui sont aujourd'hui utilisés dans le public. C'est un peu, donc c'est la même conception. Évaluer ce que le secteur public est en train de faire, essayer de l'améliorer et voir s'il atteint la finalité pour laquelle il a été créé. Et je crois que c'est une... Parce que quand on met en place des politiques publiques, la méthodologie est nécessaire. Et je crois que là, il y a tous les ingrédients pour réussir. D'abord, je dois rappeler qu'il y a une bonne cohérence et une bonne harmonie entre le secteur privé et le secteur public. Quand vous voyez le rapport sur la commission de développement, du nouveau modèle de développement, elle insiste sur cette cohérence et cette compréhension entre le secteur privé et le secteur public. Donc du moment qu'on a cette compréhension qui aujourd'hui n'existe pas, qui a dû exister, mais peut-être pas de la même manière. Aujourd'hui, elle est en train d'être améliorée. Je crois que finalement, les élites économiques et les élites politiques s'entendent parfaitement. Et je pense que pour le Maroc, nous ne pouvons que réussir. Maintenant, la mise en œuvre, elle demande beaucoup de prudence et du réalisme, du pragmatisme, mais aussi de la patience. D'accord. Dans un souci de rationalisation de la dépense publique et de reddition des comptes, la comptabilité générale de l'État requiert une importance cruciale. Où en êtes-vous dans ce chantier mené de concert par la Trésorerie générale du Royaume et la Cour des comptes? Et quand pouvons-nous espérer voir les premiers comptes certifiés? Donc la réforme comptable de l'État, elle s'appuie sur les principes de la comptabilité générale qui existent dans le privé. Nous avons déjà un bilan d'ouverture depuis 2018 et nous avons l'obligation maintenant d'être certifiés. La certification des comptes, comme pour le privé, il y a un commissaire aux comptes. Ici, pour l'État, il y a la Cour des comptes. La Cour des comptes, comme on l'a vu dans d'autres pays, les premiers bilans certifiés nécessitent un peu d'indulgence. Et d'ailleurs, les premiers bilans qui ont été certifiés en France ont été certifiés avec des réserves. Et feu Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, avait accéléré ce processus en disant à ses équipes on va avancer dans le sens de la transparence avec des réserves, mais qui vont diminuer dans le temps. Et aujourd'hui, nous avons une très bonne compréhension de la part de Madame, le premier président de la Cour des comptes, Madame Zine Bladawi et ses équipes, pour dire nous mettons à votre disposition la comptabilité que nous avons mise en place. Bien entendu, elle n'est pas parfaite, mais elle est à parfaire. Mais le plus important, c'est d'avoir des comptes et rendre compte. Parce que l'un des principes de la comptabilité, c'est la reddition des comptes et aussi la certification des comptes. Et tout ça, c'est un exercice je dirais, démocratique qui permet, qui favorise le contrôle par le Parlement de l'exécutif par rapport aux budgets qui sont autorisés chaque année par le Parlement. D'accord. Parmi les questions qui seront débattues durant ce colloque, c'est la problématique de l'endettement et qui a toute sa raison d'être. Parce que si l'on prend en considération que durant cette crise sanitaire, le Maroc, à l'instar d'autres pays, il a recouru massivement à l'endettement pour soutenir aussi bien l'offre
que la demande. Quelle appréciation faites-vous du niveau d'endettement actuel? De quelle marge de manœuvre dispose l'État? Quels sont les enjeux? Et jusqu'à quel degré l'État peut-il s'endetter davantage sans prendre en otage l'avenir des générations futures? J'étais ravi d'écouter Jacques de la Rosière. C'est la voix de la sagesse et de l'expérience. C'est vrai qu'on peut être emballé par des taux d'intérêt négatifs qui sont pratiqués à travers le monde. Mais il a insisté sur une question fondamentale pour l'économie. On ne peut pas ne pas rémunérer l'épargne. Et on ne peut pas, il faut encourager les gens à investir. Et pour qu'ils investissent, il faut qu'on rémunère un peu cette épargne. Donc, je dirais cette parenthèse de taux d'intérêt à zéro ou négatif, il faut faire très attention. Et il l'a dit. Il l'a dit, ce n'est pas une raison pour commencer à s'endetter, parce que les agences de notation et les organismes internationaux observent ce qui se passe à travers le monde. Mais de toute façon, quand on s'endette, il faut bien rembourser. Et je pense, et il faut l'avouer, pendant la période de la Covid-19, il était évident qu'il fallait s'endetter parce que nous n'avions pas les moyens de faire face. Mais il faut rappeler également qu'il y a eu la création du fonds Covid, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui a permis de faire face à la Covid-19, qui a permis de soutenir les ménages, de soutenir les entreprises, d'assurer la vaccination, pratiquement, qui est très très bien avancée et qui nous permet aujourd'hui de nous rencontrer. Et je crois, cette évidence, c'était un passage obligé. Maintenant, une fois qu'on s'est endetté, avec ce nouveau modèle de développement, avec toute l'activité, ou plutôt toute l'action qui est menée par les départements ministériels, dans le sens d'une bonne gouvernance des finances publiques, mais avec des priorités. Les priorités, comme je l'ai dit peut-être au départ, c'est les dépenses d'avenir et une bonne répartition ou une rationalisation des choix budgétaires. Et je crois que d'un côté, il faut que la dépense réponde à des politiques publiques qui sont assumées, mais d'autre côté, que la mobilisation de ressources se fasse de manière équilibrée pour ne pas pénaliser ou décourager le secteur privé. Il est question de redistribution, il y a le principe de solidarité qui est là, tout le monde est conscient qu'on doit être dans une société solidaire, homogène, et tout le monde peut être épanoui. Et je crois que c'est ce qui ressort aussi de ce nouveau modèle de développement, ce rapport, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Et je crois que nous tous, en tant que Marocains, nous savons qu'il est essentiel que tout le monde doit participer à cet effort national de manière équilibrée. Il n'est pas question d'appliquer des taux exagérés de prélèvement parce que ça pourrait démotiver les entrepreneurs. Mais il n'est pas non plus d'appliquer des taux, j'allais dire, un peu bradés en termes de mobilisation de ressources. Donc tout est dans l'équilibre. Et je crois que notre pays a toujours été un pays d'équilibre et un pays où il y a une vision claire de Sa Majesté sur le long terme. D'accord, on ne peut pas parler de tout cela sans évoquer la fiscalité, qui est la pièce maîtresse de la réforme budgétaire, également déterminante pour l'application du nouveau modèle de développement. Or, la loi, ou bien la réforme de la fiscalité, la loi cadre réformant la fiscalité, elle a été critiquée par les économistes et les observateurs, non seulement par rapport à son efficacité, mais également par une application très timide, peu audacieuse dans le PLF 2022. Que pensez-vous à ce sujet ? Alors, il faut rappeler une chose, c'est que la loi cadre sur laquelle, le projet de loi cadre n'a été voté que pendant l'été 2021. J'allais dire quelques semaines avant l'arrivée du nouveau gouvernement. Donc maintenant, elle a été critique peut-être pour le retard qui a été mis en place. Je ne sais pas sur le contenu, est-ce qu'il y a des accords, mais il y a des principes qui ont été rappelés. Et je crois que si on reprend un peu la théorie fiscale ou la théorie de l'impôt, vous allez constater que pendant un certain temps, on avait pratiqué des taux excessifs, un peu partout dans le monde. Et puis est venue l'ère où il fallait baisser. C'était l'ère de Thatcher, Reagan,
où on a commencé à dire les grands taux tuent les totaux. Et on a commencé à dire que pour diminuer l'impôt, il faut diminuer les dépenses publiques. Et il faut que l'État se limite à ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, la défense, les affaires étrangères, battre monnaie, ainsi de suite. Et puis est arrivée la crise. Les premières crises, celle de 2008 et puis celle-ci, qui a montré que finalement, quand il y a de vrais problèmes, de vraies difficultés, c'est l'État qui vient pour sauver un peu les citoyens, les ménages, les entreprises. Et on a compris qu'on a besoin d'un État qui a des moyens, parce que finalement, l'État n'est là que pour faire face à des dépenses qui sont demandées par la société. Parce que parfois, certains pensent que quand il y a un paiement d'un impôt ou d'une taxe, c'est pour un être abstrait qui est l'État. Mais l'État, finalement, c'est qui? C'est nous tous, c'est toute la société. Si vous avez des routes, si vous avez un éclairage, si vous avez des infrastructures, que ce soit sur le plan national ou sur le plan régional ou sur le plan local, ça bénéficie aux citoyens. Donc, en quelque sorte, ça part du citoyen pour revenir vers les citoyens, ou ça part de l'entreprise pour revenir à l'entreprise. Donc, on dit généralement « pay as you earn », c'est-à-dire en fonction des facultés contributives, qui est un principe constitutionnel. Mais je crois que le fait de payer ce que nous devons payer en fonction, bien sûr, des revenus de chacun et de manière équitable, ça permet d'avoir une société homogène. D'accord. Une dernière question par rapport au jumelage avec la Direction générale des finances publiques de France, où on est actuellement dans ce jumelage. Et la semaine dernière, en fait, je crois le 6 et le 7 novembre, il y a eu la visite de M. Jérôme Fournel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur sa visite? Est-ce qu'il y a eu discussion sur d'éventuels axes de coopération ou des pistes de réflexion? En effet, cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération maroco-française. Je dois rappeler que le Maroc a eu une nouvelle loi organique des finances depuis 2015, et cette loi organique des finances doit s'appliquer. Elle a deux aspects. Il y a un aspect budgétaire et un aspect comptable. Et pour la partie comptable, c'est la réforme de la comptabilité générale. C'est aussi une bonne gestion des ressources humaines ou des dépenses du personnel. Et cette réforme comptable, les Français l'ont déjà appliquée depuis la loi organique des finances de 2001. Donc, ils ont quand même une expérience dans ce domaine. Et je dirais que le Maroc pourrait avoir l'avantage du dernier arrivé, parce qu'il va bénéficier des erreurs qui ont été faites dans d'autres pays, et essayer d'aller directement à la dernière innovation en la matière. Donc cet échange d'expérience, et nous avons beaucoup travaillé avec les équipes de la Direction générale des finances publiques en France sur ces aspects-là de comptabilité générale, de réforme comptable et de certification des comptes. Et ce travail-là nous permet d'avancer rapidement et de mettre en œuvre une vision d'État. Une vision, parce que comme vous le savez, la loi organique, elle organise les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et il y a une administration, au niveau de l'exécutif, il y a une administration qui met en œuvre. Il y a la programmation budgétaire pluriannuelle qui est faite au niveau de la direction du budget. Et puis il y a l'exécution. Et cette exécution passe nécessairement par la comptabilité. À côté de la comptabilité budgétaire, il y a la comptabilité générale qui permet au gouvernement d'avoir une visibilité sur le moyen et long terme et d'être proactif. Par exemple, tout ce qui est engagement hors bilan est connu à l'avance. Et donc, il faut préparer les financements nécessaires pour ne pas être surpris. Donc, finalement, vous savez, en économie, l'anticipation est importante. Et je crois qu'avec cette réforme comptable, le gouvernement va pouvoir anticiper beaucoup de réformes. D'accord, très bien. Merci M. Bensouda pour toutes vos réponses et je vous souhaite plein succès pour la suite de vos travaux. Je vous remercie. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.